Bonjour tout le monde. On va débuter dans quelques instants le webinaire. Donc, merci de votre présence. Il est présentement 15 heures, donc on va débuter. Donc, salutations aux gens qui ont pu se joindre à nous cet après-midi. Pour une petite mise en contexte, là, mon nom est Marc-André Avoine, je suis à la MRC de Montcalm et la MRC Montcalm a pour projet de la mise en place d'une FUSA. Qu'est-ce qu'une FUSA? Catherine va l'expliquer beaucoup mieux que moi. Donc, c'est une priorité pour la MRC de travailler ce dossier-là. Donc, on avait une chance là, de le travailler en 2025, début 2026. Donc, puis on voulait par ce webinaire intéresser le plus grand nombre de personnes possible euh, au projet. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Catherine. Oui, merci Marc-André. Donc, moi, c'est Catherine Havard. Je suis directrice du développement chez Protecteur. Je tiens à mentionner que mon nom sur mon image là, est pas le bon. Là. C'est juste une petite technicalité avec Teams. Mais, donc, moi, c'est bien Catherine Havard. Je vais être avec vous pour cette petite heure pour bien faire le tour de qu'est-ce que c'est une fiducie d'utilité sociale agroécologique, qu'on appelle avec son acronyme FUSA, puis comment ça peut nous aider à protéger à perpétuité des terres agricoles où il y a des écosystèmes naturels et humains. Je vais prendre les questions au fur et à mesure, donc gênez-vous pas pour lever la main avec l'application ou dans la conversation. Ça va me faire plaisir de répondre là en cours de route. Juste un petit mot avant de commencer aussi, c'est que Protecteur, nous, on est un organisme qui fournissons de l'information au sujet des FUSA, de l'accompagnement de projets, mais on n'est pas nous-mêmes des juristes ni des fiscalistes. Moi, je suis agronome de formation. Ça fait environ 8 ans que je fais ça pour Protecteur, pour vulgariser le concept de la FUSA, mais on n'est en aucun cas habilité à donner des avis formels juridiques ou fiscaux. Dans notre formation, on va faire une mise en contexte, encore une fois. On va faire un petit survol historique sur le mouvement des fuseurs. On va s'attarder au vocabulaire des fuseurs, qu'est-ce que ça veut dire vraiment légalement, puis comment ça fonctionne. On va regarder quelques exemples de fuseurs au Québec, des choses qui pourraient se développer dans votre MRC aussi. Puis, évidemment, on va ouvrir sur les enjeux, les difficultés qui peuvent être rencontrées dans un projet comme celui-là, puis c'est quoi les perspectives qui se présentent là, pour les porteurs de projets. Donc, juste avant de commencer, j'aime bien inviter les participants. Là, on va le faire chacun pour soi, là, étant donné la durée du webinaire qu'on a ensemble. Mais je vous invite à prendre juste une minute pour réfléchir à compléter ma phrase. Quand je vous dis, pour moi, la Terre, c'est. Donc, vous pouvez l'écrire sur un bout de papier. Vous pouvez le partager dans la conversation si vous avez envie. Juste vous poser la question, qu'est-ce que c'est la Terre pour vous? Donc, exercice exploratoire. Je ne crois pas que je vois la discussion. Si jamais il y en a plus tard, peut-être Marc-André, tu pourras me communiquer les questions s'il y en a dans la discussion. Alors, Sans peut-être, faute. comme une mise en contexte, quand on parle de protéger des écosystèmes, c'est souvent plus une image comme celle-là qu'on a en tête, un écosystème vierge, des vastes forêts, des milieux humides, des milieux aquatiques aussi, dans lequel l'humain va avoir une toute petite trace, peut-être même pas du tout, pour vraiment protéger le milieu naturel. On va vraiment séparer nature et humain. Mais on peut aussi penser à un écosystème comme celui-ci sur la photo, c'est la Fusa Sagittaire. C'est un agroécosystème. Donc, c'est un écosystème où il y a des végétaux, des animaux, des insectes, des champignons, des humains, tout ça entremêlé qui cohabitent, donc dans un équilibre. Puis, il y a aussi certainement des humains, justement, qui habitent ce territoire-là. Puis, comment est-ce qu'on peut continuer à protéger le milieu de vie des humains?
dans un territoire donné. Donc, par exemple, la MRC de Montcalm. Quelques statistiques avant d'aller plus loin. Si je vous dis un 2 est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'ouvrir son micro, peut-être réagir? Qu'est-ce que ça pourrait être le 2 selon vous quand on parle de territoire au Québec? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer? Oui. Stéphane, peut-être? Ou, Ah, il n'y a pas du tout de micro. Bien, alors, notre 2 vous l'aviez peut-être deviné, c'est la superficie qui est réellement cultivable. C'est ça. Donc, c'est vraiment la superficie de terre arable au Québec, c'est 2 de notre territoire. On peut aussi parler du chiffre de 57 000 hectares, mais récemment, je crois que ça a plutôt tourné autour de 60 000 hectares. Ça, c'est notre superficie de terres agricoles qui ont été perdues dans les 25 dernières années. C'est un peu abstrait, 57 000 hectares, mais c'est 2 000 hectares par année, à peu près, ou 2 patinoires de hockey à chaque heure. Ça veut dire que le temps qu'on va passer ensemble, il va y avoir 2 patinoires de hockey professionnels là, qui vont disparaître de territoire agricole. Donc, on pourrait se dire, ben, c'est pas tellement grand, mais à cumuler à chaque heure, ça fait quand même beaucoup parce que c'est chaque heure pendant 25 ans. Puis aussi, même sur une patinoire de hockey, on peut faire des très grands jardins puis nourrir beaucoup de gens. 500 à 1000 ans, si ça vous dit quelque chose, ça, c'est le temps que ça prend pour régénérer 2 à 3 cm de sol arable. Donc, une fois qu'il est bétonné ou qu'il est arraché ou gâché, bien, ça prend 500 à 1000 ans pour le régénérer. Donc, tout ça, c'est la pression sur le territoire agricole, sans rentrer dans les détails. C'est sûrement des mots que vous avez déjà vus. Étalement urbain, accaparement des terres, spéculation, financiarisation, industrialisation. Donc, une agriculture qui devient plus industrielle, qui est plus peut-être extractiviste dans ses ressources. Puis, les conséquences, c'est que les terres disparaissent, elles coûtent plus cher. Celles qui restent sont plus difficiles d'accès. Puis, on perd aussi la biodiversité dans les sols, puis dans tous les écosystèmes qui dépendent du milieu agricole autour. Alors ça, c'est peut-être un peu alarmant, mais l'était aussi à l'origine du mouvement des FUSA. Au Québec, c'était environ dans les années 70, il y avait le mouvement d'agriculture biologique, le MAB, qui était, dans le fond, des agriculteurs et des citoyens. Ils ont l'air un peu granos là, sur la photo, mais c'était les années 70. Puis aujourd'hui, c'est des gens qui ont développé des entreprises agricoles qui sont devenues très prospères et qui sont devenues des entreprises fortes du mouvement bio au Québec. À l'époque, ils étaient beaucoup inspirés par, entre autres, l'auteur Rachel Carson qui avait écrit Silent Spring, donc une auteure américaine qui voulait sensibiliser à la perte de biodiversité, entre autres dans le milieu agricole. Puis c'est pas anodin que ça soit aux États-Unis, les sources d'inspiration, parce que ces gens-là du MAB se sont inspirés des techniques bio aux États-Unis, en Europe aussi. Et ils ont développé aussi leur certification biologique, comme ça se faisait ailleurs. Puis, cette certification qui existe encore sous le nom de Québec Vrai. Puis, ils se sont aussi regroupés à un moment donné pour dire, ben là, on a tous ces produits de manière saine et écologique. On est certifié, on va se regrouper maintenant pour les mettre en marché. Donc, les fameux paniers bio, l'agriculture soutenue par la communauté, qui ont démarré en 93 avec le démarrage des Quitaires. Donc, c'était tout le même mouvement, les mêmes personnes qui voulaient, dans le fond, protéger la nature tout en occupant les territoires, en se nourrissant sainement. Une des premières fermes qui a été impliquée dans le mouvement des paniers bio, c'est la ferme Cadet-Roussel à Mont-Saint-Grégoire en Montérégie. C'était une ferme biologique, mais qui a été les premiers, dans le fond, à faire ce lien avec les paniers, là, les gens qui payaient à l'avance une part de récolte pour avoir leurs produits. Mais la différence ici chez Cadet-Roussel, c'est que c'était des agriculteurs qui avaient déjà eu leur ferme en France. Donc, ils étaient déjà en train de penser à leur retraite, à penser, mais OK, on a mis tout ça en place, les techniques, la certification, le lien avec la communauté. Comment est-ce qu'on va faire pour se retirer puis que ça continue tout ça? Bien, à l'époque, en 93, 94, ça n'existait pas encore jusqu'à la réforme du Code civil en 94, où est arrivée la fiducie d'utilité sociale. On va le voir tout à l'heure un petit peu plus en détail. Puis c'est à partir de ce moment-là que ce mouvement, ces gens-là ont eu un outil pour protéger leurs biens avec une vocation. Donc, c'est Protecteur est né dans les mêmes années pour accompagner la première fiducie d'utilité sociale agroécologique avec la ferme Cadet-Roussel. J'ai une petite vidéo à vous partager pour donner la parole à ces gens-là qui sont parmi les pionniers. Donc, ça devrait marcher ici.
Les fermes au Québec valent aux alentours de 2 millions de dollars. Donc, les jeunes n'ont pas les moyens d'acquérir les fermes. En fait, moi, je ne me destinais pas du tout à reprendre la ferme de mes parents. Quand la fiducie s'est mise en place, c'est là que l'option de reprendre la ferme est arrivée. Une fiducie, pour nous, c'était vraiment de protéger tout notre travail qu'on avait fait, protéger la terre à perpétuité. Depuis 1986, la terre était certifiée bio. On ne pouvait pas dire que ça va s'écrouler avec un coup de Roundup par une simple vente. De posséder sa terre, c'est vraiment un objectif pour beaucoup de fermiers. C'était pas ça qui était mon intérêt. Mon intérêt, c'était vraiment que la culture biologique de la ferme continue, que les 40 ans de travail de mes parents soient valorisés par le fait que ça reste biologique et que ça continue de nourrir des familles à proximité de la ferme. Et pour toutes les petites fermes familiales qui visent un marché de proximité, qui peuvent permettre à des jeunes de s'installer et devenir propriétaires, le modèle des FUSA est vraiment un modèle à privilégier. Cultiver une terre qui est protégée par une fiducie d'utilité sociale, ça rend vraiment le travail plus léger au niveau de l'endettement, donc au niveau des préoccupations. Parce que le poids financier fait qu'il est obligé d'exploiter la terre au lieu de la faire fructifier. La FUSA, étant une fiducie d'utilité sociale, doit obligatoirement avoir comme bénéficiaire la communauté en général. Donc, il y a un lien solide qui existe entre le producteur et le consommateur. L'avantage du consommateur, c'est d'avoir un producteur d'aliments sains locaux avec lequel non seulement il peut échanger, mais aussi apprendre d'où viennent ces aliments qui sont dans son assiette et qu'il consomme. Être agriculteur, en fait, c'est vraiment un privilège de pouvoir s'occuper d'un bout de terrain qui va évoluer, qui va grandir avec la famille qui y habite, mais aussi de savoir que ça a une suite dans le temps. C'est vraiment réconfortant pour tout le travail qu'on y met. Voilà. Donc, pendant que je replace notre présentation, je veux juste mentionner que jusqu'ici, il y a été beaucoup question d'agriculture biologique parce que, comme je vous ai dit, c'est l'origine du mouvement des FUSA. C'est comme ça que ça a démarré, dans le fond, dans l'idée de protéger un bien avec une vocation. Mais évidemment, les FUSA au Québec, les nouvelles qui se démarrent, certaines vont demander qu'il y ait une certification biologique, mais d'autres vont aller plus vers d'autres pratiques en général. Donc, ce n'est pas nécessairement associé au mouvement des FUSA, c'est juste que ça fait partie de l'origine. OK, avant qu'on rentre, on va rentrer un petit peu plus là, dans le détail là, de qu'est-ce que ça veut dire là, juridiquement. Moi, je ne vois pas tous les visages, donc je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Je ne vois pas si vous avez les sourcils froncés. Et les micros ont été activés pour tout le monde, donc vous pouvez, si vous avez besoin d'intervenir, le faire. C'est sûr que pour l'instant, on était plus dans la mise en contexte. Donc, gênez-vous pas par la suite. Alors, la définition qu'on voit ici, c'est la définition au Code civil. Une fiducie, en général, c'est un acte juridique. Donc, déjà, on voit qu'une fiducie, ce n'est pas une personne morale. C'est un acte juridique, c'est un papier vers lequel une personne affecte un bien à une fin particulière. Par exemple, procurer un avantage à une autre personne qu'on appelle le bénéficiaire. Donc, on va prendre cette définition et on va la décortiquer premièrement par le bien. Donc, le bien pourrait être une somme d'argent, un bien corporel, un fonds de terre. C'est encore des exemples que nous donne le Code civil. Puis, historiquement, ici au Québec, on avait commencé à définir la fiducie en fonction du bien. Puis, donc, on s'attardait au fonds de terre. Puis, on avait fait un calque à partir de l'anglais du Community Land Trust. On avait tiré la fiducie foncière communautaire. Quand le bien qui est protégé, c'est une terre. Puis ça, c'est vraiment un calque de l'anglais et du common law, dans le fond. Ensuite, quand le fonds de terre, c'est une terre agricole, bien, on parlait d'une fiducie foncière agricole, mais c'était encore une fois un calque de Farmland Trust. Et puis, dans le tournant, je dirais, des années, quand on a tourné en 2020 environ, on a commencé à prioriser la différence ici au Québec, comme quoi on a des fiducies qui sont définies en fonction du bénéficiaire. Donc, les bénéficiaires peuvent être une personne déterminée. Donc, par exemple, un millionnaire qui mettrait de l'argent dans une fiducie pour son petit-fils. On sait exactement c'est qui. C'est une fiducie personnelle. Si la même personne met de l'argent dans une fiducie pour la recherche sur le cancer, c'est un but. Ou les enfants de l'hôpital Sainte-Justine, c'est un groupe
déterminée, c'est une fiducie d'utilité privée. Ces deux fiducies existaient au Code civil jusqu'en 1994, puis ensuite, on a vu apparaître le bénéficiaire qui est la population en général. Donc là, il y a encore des, je dirais, des écoles de pensée chez les juristes de savoir est-ce qu'il n'y aurait tout simplement pas de bénéficiaire dans la fiducie d'utilité sociale ou est-ce que c'est la population en général, mais dans les deux cas, on ne peut pas l'identifier. Donc, quand on ne peut pas savoir c'est qui bénéficie de ce bien, bien, on va dire que c'est une fiducie d'utilité sociale. Donc, ça vient vraiment amener une espèce de curiosité dans le droit qui fait que le bien n'a pas de bénéficiaire. On va creuser ça un petit peu plus. Donc, quand on a une fiducie qui procure un bénéfice à la population générale et dont le bien est destiné à un usage agricole, bien, nous, on l'appelle la fiducie d'utilité sociale agroécologique. Jusqu'à il y a quelques années, on parle encore d'une FUSA comme étant agricole. On a choisi le mot agroécologique pour deux raisons. Premièrement, l'agroécologie, ce n'est pas seulement un ensemble de pratiques écologiques dans les champs, mais c'est aussi un mouvement social mondial. Donc, c'est vraiment un mouvement, une démarche qui implique à la fois des pratiques agricoles et une remise en question du lien à la propriété, à la gouvernance, de qui devrait posséder les choses, comment est-ce qu'on fait pour faire une gouvernance responsable. Donc, ça, c'est la première raison. Puis la deuxième raison, c'est que nous, on pense qu'un bien qui est protégé à perpétuité doit être cultivé, une terre, en tout cas, devrait être cultivée en agroécologie pour que la fertilité demeure à perpétuité aussi. Donc, c'est pas nécessairement on ne parle pas nécessairement d'une certification biologique, mais d'avoir une préoccupation pour que la fertilité du sol demeure et soit améliorée avec le temps. Parce que ce qui n'a pas été mentionné, c'est justement que la fiducie d'utilité sociale, c'en est une qui peut être perpétuelle dans nos trois exemples ici, là. Donc, ça aussi, c'était une innovation. Je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit. Est-ce que ça va quand même? OK. On continue avec notre définition standard de fiducie, mais on va s'attarder à la fin particulière. La fin particulière, dans le langage des fiducies, on l'appelle l'affectation. C'est peut-être un peu comme une mission pour une coop ou un OBNL. On va parler ici d'une affectation parce que c'est l'usage particulier auquel est destiné le bien qui est dans la fiducie. On va dire le bien est affecté à. Donc, affecté au bénéfice de la population en général, par exemple. L'affectation qu'on voit le plus souvent dans les fiducies que nous, on accompagne, c'est les quatre que je vous ai mentionnés là, puis pas non plus une ou l'autre. On voit les quatre dans une même fiducie. On va prioriser une agriculture agroécologique, la sauvegarde des écosystèmes, l'éducation, la science, dans une même fiducie pour que tout ça, ça fasse un milieu protégé. Puis, en fait, au final, l'affectation, ça doit répondre aux besoins de la communauté parce qu'on l'a dit, dans une fiducie d'utilité sociale, les bénéficiaires, c'est la population générale, c'est la communauté. Donc, si vous, dans mon CAM, il y a une priorité, par exemple, pour la sécurité alimentaire, pour un type d'aliment en particulier, pour des enjeux particuliers liés aux terres ou à l'alimentation, bien, dans le fond, la fiducie peut être créée à l'image de ceux qui la constituent. Puis on va y aller justement pour parler de qui constitue. Le créateur, l'auteur de la fiducie, c'est une personne physique ou morale, donc un organisme ou une personne qui décide de constituer la fiducie. Puis, dans la définition, on dit en y transférant tout ou partie de son patrimoine. On va revenir à cette partie-là de la définition. Mais dans le fond, le constituant, ça pourrait être, par exemple, la MRC, mais on a vu des municipalités, on a vu des organismes, des individus qui décident de créer. C'est la personne qui dit, bien, moi, je pense que c'est important qu'il y ait une fiducie ici. C'est l'auteur. Puis ensuite, les fiduciaires. C'est une personne physique, dans ce cas-ci, qui accepte de détenir et d'administrer les biens en fiducie. On parle ici du concept d'administration du bien d'autrui, comme quand on dispose des biens dans un legs testamentaire. On est juste la personne qui administre les biens et ils ne nous appartiennent pas. Donc, c'est la même chose ici. Puis les fiduciaires sont responsables que l'affectation soit réalisée. La définition la plus importante dans le vocabulaire que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est le patrimoine d'affectation. C'est cette définition qui vient changer notre conception d'une terre agricole, parce que le patrimoine d'une FUSA, c'est un patrimoine qui n'est pas celui d'une personne physique ou morale, mais plutôt le résultat de l'affectation de biens à une fin particulière
faite par une ou plusieurs personnes. Donc, le patrimoine, c'est comme, vous savez, vous et moi, on a chacun du patrimoine, une maison, une voiture, des choses qu'on possède. On a chacun, une personne, un patrimoine. On peut avoir une personne morale. La MRC de Montcalm a probablement un patrimoine, des bâtiments ou des terrains. Mais ici, on parle d'un patrimoine sans personne qui est attachée. C'est un patrimoine qui appartient à son affectation. Donc, la terre qui est en fiducie, elle appartient plus à personne, elle appartient à son affectation. Bon, ça, j'espère que ça vous ébranle un peu, puis que ça vous amènera à imaginer différents concepts. Le cédant vient dans l'histoire comme étant le propriétaire foncier avant que le bien soit déposé dans la fiducie. Donc, on peut avoir un cédant qui est, par exemple, ici, Céline, qui avait une terre. Elle avait son fils Ludovic, qui était déjà installé comme agriculteur sur la terre, mais Céline, elle voyait qu'il y avait de la pression de la municipalité qui s'en venait de faire du développement dans son rang, puis elle ne voulait pas que ça arrive, elle voulait que ça reste toujours agricole. Elle a créé une fiducie, puis elle a cédé sa terre à cette fiducie. Elle a été la cédante. Mais on avait aussi M. Burcombe à Quaticook, qui, lui, avait une terre agricole. Puis, il ne l'avait jamais habité, il ne l'avait jamais cultivé. Ça avait toujours été un rêve de jeunesse. Donc, il n'y avait personne encore qui cultivait sur cette terre-là. Il nous a contactés pour faire une fiducie, puis il en était le cédant. Il était le cédant de cette terre. On pourrait avoir des congrégations religieuses, des MRC, des municipalités qui ont des bouts de terrain un peu en friche qui veulent les valoriser. N'importe qui est un propriétaire peut être un cédant. Donc, j'ai une question pour vous, à vos micros. Est-ce que le constituant peut être le cédant? Je connais pas la réponse, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je n'ai pas déjà parlé de fiducie qui pourrait répondre? Je ne vois pas de mouvement, mais effectivement, dans le fond, on est dans le pourquoi pas. Donc, dans le fond, ça dépend. C'est que c'est possible pour une personne qui est propriétaire d'un terrain d'être le constituant d'une fiducie, puis ensuite de transférer sa terre. Par contre, donc c'est possible au niveau légal, c'est tout à fait possible. Par contre, c'est au niveau fiscal que ça peut devenir un peu délicat, c'est que si on est nous-mêmes propriétaires de quelque chose, puis qu'on fait un transfert de terre et que dans ce transfert de terre, il y aurait des bénéfices fiscaux, bien là, ça peut être délicat. Mais sinon, juste en théorie, oui, absolument. Donc, par exemple, encore une fois, je dis la MRC, mais donc la MRC pourrait constituer une fiducie, puis si elle possède déjà des terres, elle pourrait les transférer aussi, être le cédant. Alors, on a justement un scénario ici, parce qu'il y a plusieurs façons de créer une fiducie. Donc là, je vais vous montrer 2 scénarios dans les prochaines diapos. Puis, mais il y a plusieurs façons. Vous allez vous-même trouver votre façon. Par exemple, ici, on aurait le constituant qui crée la FUSA, détermine l'affectation, désigne les premiers fiduciaires. On va dire que ça va être un tel, vont être fiduciaires, puis on va prévoir dans l'acte de fiducie des façons de les renouveler, ces personnes-là. Je pourrais vous le dire, dans le fond, rentrer là-dedans tout de suite. Souvent, ça vient plus comme une question là, par la suite. Mais dans le fond, le renouvellement des fiduciaires, il y a différentes façons de le faire. On peut y aller par désignation. Par exemple, si notre affectation touche la conservation des milieux naturels, on pourrait dire qu'il y aurait toujours quelqu'un, un organisme de conservation de la région. Là, dans votre région, je ne sais pas qui ce serait, là, mais cet organisme pourrait désigner une personne. Il pourrait y avoir une personne désignée par une municipalité. Il pourrait y avoir toujours un maire ou une mairesse qui serait fiduciaire, par exemple. Donc, on peut prévoir dans l'acte de fiducie des mécanismes pour qu'il y ait une certaine représentativité, qu'il soit formelle ou informelle, mais dans tous les cas, le fiduciaire qui vient siéger, il siège en son nom personnel. Il n'y a pas de compte à rendre. Ce n'est pas une fiducie qui est administrée, par exemple, par 3 fiduciaires qui viennent d'un organisme de conservation. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les 3 personnes qui viennent siègent en leur nom personnel puis n'ont jamais de compte à rendre. Les fiduciaires sont vraiment libres, autonomes. Ensuite, dans notre scénario, notre cédant entre en jeu, puis il va donner ou vendre. Donc, il pourrait y avoir des situations où ici, on crée notre fiducie, puis avant de transférer la terre, on pourrait y lever des sommes d'argent pour pouvoir par la suite faire des acquisitions de terre. Donc, on pourrait transférer la propriété. Parfois, c'est par don aussi ou par don partiel. Puis ensuite, les fiduciaires peuvent donner l'accès à la terre.
par tous les moyens qui sont disponibles dans la loi habituellement, location, amphithéose ou autre, à un agriculteur ou un groupe d'agriculteurs ou plusieurs agriculteurs avec chacun leur bail. Donc, tout ça, c'est possible. Puis, on peut même avoir des occupants sur la terre. Au lieu d'avoir des personnages, il y en aurait un qui est un OBNL, l'autre qui est une coop. Donc, chacun a sa personne morale. À ce moment-là, on est dans le standard des modes d'accès à la terre. Ce n'est pas différent parce que c'est en fiducie. Ça va pour ce scénario? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? OK, parce que là, ça se complique. Alors, dans le monde des fiducies, on a commencé à utiliser un concept du droit immobilier qui s'appelle la propriété superficielle. C'est une division de l'objet du droit de propriété. Donc, le droit de propriété s'applique sur une propriété foncière. Notre propriété foncière, c'est notre objet. C'est un concept que vous connaissez parce que ça vient du droit immobilier. C'est comme les condos. Donc, on est propriétaire d'un condo, on est propriétaire de tant de mètres à tant de mètres. Puis après ça, la personne en haut est vraiment propriétaire, mais c'est au-dessus de nous au lieu d'être à côté de nous. Donc, c'est le même concept. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on divise la propriété à l'horizontale. Le préfonds est déposé dans la fiducie. Puis le nouveau lot qui est créé en haut ça est la propriété superficielle et peut être vendu, par exemple, ou cédé, si ça serait un membre de la famille, par exemple, à un propriétaire superficiel, un agriculteur qui devient propriétaire superficiel. Entre les deux, on a une convention superficielle pour dire, ben nous, le conseil fiduciaire, on détient le tréfonds. On t'accorde une propriété superficielle, on t'accorde le droit de cultiver la terre. Souvent, ça va être pour 0 $, mais on va mettre dans cette convention, ben nous, dans notre affectation, ça dit qu'il ne faut pas utiliser de pesticides, par exemple. Ou il faut faire des projets d'éducation avec les écoles. Donc, on prend l'affectation et on l'applique dans la convention superficielle. Encore une fois, notre propriétaire superficiel peut être toutes les formes légales. Là. Est-ce que ça va pour cette propriété superficielle? Moi, j'ai une question. Oui, ben là, c'est parce que tu as dit que tu pouvais vendre la propriété superficielle. Oui. Tu peux la vendre. Oui, parfait, on va répondre dans cette diapo ici. Exactement. Dans le fond, c'est comme je vous ai dit, c'est comme un condo. C'est un numéro de lot. Ici, là, la propriété superficielle, elle a son propre numéro de lot. Puis le tréfonds, la terre, elle a son propre numéro de lot aussi. Alors, ce qu'on fait, je vais vous l'expliquer, puis vous me direz si c'est assez clair. On a ici notre ferme, puis le cédant va dire, ben moi, je suis intéressé à faire une propriété superficielle, donc je vais déjà séparer les deux lots. Donc, on a 2 numéros de lot. Ensuite, en parallèle, le constituant va venir créer la fiducie. Il va dire, OK, ça, c'est mon affectation, ça, c'est mes premiers fiduciaires, ça, c'est comment on va les renouveler. Ici, on est dans le même scénario. Puis, on pourrait, le cédant va donner ou vendre son tréfonds. Donc, encore une fois, on aurait pu lever des fonds pour acheter le fonds de terre, ou le cédant pourrait décider de la donner à la fiducie. Dans les deux cas, on est dans un acte de cession standard, le don ou vente. Ensuite, le lot superficiel, c'est un numéro de lot. Donc, le propriétaire cédant, il pourrait décider de la conserver pour lui. Il peut dire, ben, moi, je vais continuer d'habiter mon lot superficiel jusqu'à ma mort. Mais il pourrait aussi la céder à ses enfants, ou il pourrait décider de vendre la propriété superficielle à une nouvelle relève, à une nouvelle personne qui viendrait habiter la maison, la ferme. C'est sûr que la propriété superficielle, il y a une question ici d'évaluation marchande. Dans le fond, combien ça vaut une propriété superficielle quand on a accès à la terre, mais on n'est pas propriétaire de la terre. Donc, toute cette dimension-là, c'est en train, en ce moment, dans le droit de se peaufiner. Donc, il y en a des évaluateurs agréés qui s'intéressent à la question pour dire, ben, OK, on est capable d'évaluer ce que ça peut valoir, mais même s'ils ne sont pas propriétaires de la terre. On a certains précédents, un peu comme les baux dans les érablières sur les terres publiques. Les acériculteurs sont réellement propriétaires. Non, dans ce cas-là, ils sont locataires, c'est un bail de location, mais ils ont réellement un droit. Puis, dans le fond, ils ont réussi avec le temps à le faire financer, ça, avec la financière agricole, notamment. Donc, dans le fond, de se dire, ben, au début, ça ne valait rien parce que c'était juste un bail sur une terre publique. Puis, finalement, du fait qu'il y a eu des transactions, ça a été finançable.
Puis, je vais finir le graphique, puis vous me direz si ça fait du sens, parce que là, ici, dans le fond, on retrouve notre convention superficielle que j'avais montré tout à l'heure. Donc, notre personne qui est propriétaire superficiaire a une servitude réelle et perpétuelle pour utiliser le tréfonds. Donc, tant et aussi longtemps qu'il reste propriétaire superficiaire, il peut utiliser la terre qui est là. Dans la convention superficiaire, il peut y avoir des conditions liées à l'affectation, mais en tant que tel, il y a toujours accès à la terre. S'il décide de se retirer, il peut vendre sa propriété superficiaire. Évidemment, encore, il y a la question de l'évaluation de la valeur marchande, mais il possède son bien. Dans une propriété superficiaire, c'est aussi bâtiment, ouvrage, plantation, équipement. Donc, s'il y a un bâtiment qui a été construit, s'il y a des améliorations, un étang d'irrigation, un ouvrage, du drainage, etc., ça lui appartient, même si ça a une emprise sur le sol. Donc, puis, à ce moment-là, justement, le nouvel agriculteur, bien, ça recommence. Là, ça demeure abordable. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ben, en fait, je m'excuse, je prends la parole, vu que c'est moi qui avais la question, mais fait qu'un producteur maraîcher, il y a zéro sur la terre, il n'y a rien. C'est une terre, il n'y a pas de bâtiment, rien. C'est pas tant facile que ça, se financer. Là. Il n'y a rien pour s'accrocher, le gars. S'il prend juste la superficie, le dessus. Fait que je me questionnais là-dessus. Puis, admettons, je prends mon CAM que je connais un peu. Là, tu parles de séparation par l'eau. Moi, je me suis déjà fait engueuler par l'UPA quand j'avais suggéré de faire une FUSA. Un des enjeux qu'on a dans la Naudière en général, puis dans mon CAM en particulier, c'est la superficie des terres fait en sorte que les lots sont tellement gros que même avec une FUSA, ça devient inabordable pour la relève. Personnellement, moi, la FUSA, je l'ai toujours priorisée en fonction d'une relève agricole pour être prospère puis bien en vivre. Fait que je disais pourquoi qu'on ne pourrait pas séparer la terre en plus petits lots. Ouais. Puis là, ben là, l'UPA, ils m'ont tombé dessus à ça. bras raccourcis en disant t'es fou, mais en même temps, s'il est dans une FUSA, l'utilité, sa vocation, elle ne disparaîtra pas, c'est éternel. Ben, perpétuel. Fait que si c'est perpétuel, qu'est-ce que t'en as à cirer, qu'on divise le lot en 2, en 3 ou en 4? Surtout qu'en plus, tu n'as pas de possibilité d'hébergement bien souvent sur des terres ici parce que le même propriétaire peut avoir 28 ans. Tu sais, Marcel Mayotte de Saint-Alexis, il se promène en avion pour faire le tour de ses terres. Il n'y a pas des maisons sur toutes les terres. Fait que ça devient, tu sais, tu veux établir le jeune, mais il n'y a pas de possibilité d'hébergement. Tu ne peux pas diviser en plus petits lots. C'est ça. Bien, je réponds dans la première partie aussi de la question par rapport au financement. Jusqu'à maintenant, les propriétaires superficiaires sont considérés en location. Donc, quand ils vont au financement, ils vont cocher la case locataire parce qu'il y a juste propriétaire, locataire. Il n'y a pas propriétaire superficiel. Il n'y a comme pas la case dans le formulaire. Mais ce qu'on nous a dit à la financière, ça fait quelques années qu'on a fait pas mal de démarches avec eux, puis ils nous ont dit justement, basé sur l'exemple des érablières sur les terres publiques, ils ont dit, bien, amenez-nous des cas, puis on va faire des premiers essais, puis on verra comment on peut les financer. Puis c'est sûr qu'ils nous ont dit, bon, on ne commencera pas par une ferme laitière, là. On s'entend qu'on va y aller avec des choses plus petites, mais... mais je voudrais juste, tu sais, la nuance, quand tu me parles d'érablière, ça a déjà une valeur. Même si ce n'est pas un bâtiment, ça a une valeur, puis ça prend 25 ans avant de rentabiliser un érable. Tu sais. Fait que moi, je te parle plus d'une terre, je prends les terres à Saint-Lin, à Marc-André, ou bien Martin, là, tu sais, que Mathieu Maisonneuve, le long de la route, là, il voulait transformer, garder en zonage agricole, ben il n'y a rien là-dessus. C'est flat, là. Il n'y a rien. Il n'y a pas de bâtiment. Non, je comprends, c'est ça. Mais dans le fond, pourquoi je donne l'exemple de l'érablière, c'est parce qu'ils ne sont pas propriétaires des érables. Ils louent les érables. Fait que ce qu'ils financent, c'est leur bail. Puis leur bail a pris de la valeur parce qu'à un moment donné, il y a eu des échanges. Mais au début, la première personne, en fait, ce monsieur-là il était sur notre conseil d'administration chez Protecteur, puis quand il a commencé sa carrière à la financière, il faisait de ça, les financements sur les baux d'érablières, puis il n'y avait rien parce que c'était comme ça, il ne savait pas ce que ça valait. Fait qu'il faut comme le commencer. Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas un modèle mur à mur, là. Comme je vous ai montré, il y a d'autres façons de faire des fiducies, puis c'est pas obligé d'être avec la propriété superficielle, mais c'est un outil. Puis l'autre chose que je veux mentionner, c'est qu'à la ferme Cadet-Roussel, on a fait le précédent. Donc là-bas, ils ont, au début, on savait qu'on pouvait avoir une terre agricole, une propriété superficielle. Donc, il faut que le lot superficiel fasse la même superficie que le tréfonds. On ne peut pas venir diviser.
comme avec la LPTAA. Par contre, à Cadet-Roussel, on a réussi à avoir 2 propriétés superficielles sur une terre qui est en FUSA. C'est la seule à ce que je connaisse, parce que justement, c'était pour essayer de démontrer ce que ça serait possible. C'est sûr qu'il y avait quand même les mêmes réglementations qui s'appliquaient, mais ça n'a plus passé. Donc, c'est tranquillement, mais évidemment, c'est pas parce qu'on est en FUSA qu'on est au-dessus de la CPTAQ. Là. Tout ça, ça s'applique quand même. Il n'y a rien au-dessus de la CPTAQ. Mais dans ton cas, que tu dis, il n'y avait pas d'hébergement, j'imagine, hein? Non, c'est ça. Dans leur cas, c'est un voisin qui était déjà agriculteur chez eux, puis au lieu d'être en location, ben là, maintenant, il est en propriété superficielle au-dessus de la FUSA. Mais oui, l'hébergement, c'est effectivement toute une autre question. Là. Justement, ma prochaine diapo, c'est exactement dans ces questions-là. On pourrait avoir une fiducie qui détient plusieurs tréfonds, plusieurs lots de terre. Par exemple, une FUSA régionale dans une MRC ou dans une région administrative. C'est pas obligé d'être des terres qui sont contiguës. Puis, on pourrait justement, ce que je disais tout à l'heure, avoir une terre agricole avec potentiellement plus qu'une propriété superficielle, mais c'est à démontrer avec la loi sur la protection du territoire agricole, de voir comment ça peut être mis en place. OK, alors on avance sur les exemples de FUSA au Québec. Je vous ai mis la carte qui se trouve sur notre site Internet. C'est une carte interactive avec les FUSA que nous, on a accompagnés. Il y en a une dizaine dans plusieurs régions au Québec. Puis, sur la même carte, vous pouvez aller sélectionner l'option de voir d'autres FUS, donc des FUS qui ne sont pas agroécologiques. Il y en a des agricoles, comme les 2 qui sont administrés par l'UPA. Puis, les vertes, qui sont plus dans les milieux naturels, donc des FUS de conservation de milieux naturels. Les jaunes sont des bâtiments patrimoniaux qui sont conservés par des FUS. Puis ça, c'est ma carte, je dirais qu'elle est pas à date, elle commence à dater un petit peu parce qu'on a appris cette semaine qu'il y avait un observatoire des FUS qui est en démarrage du côté de l'Université McGill. Puis ça va nous permettre, entre autres, de participer au recensement des FUS parce qu'il y en a dans plein de domaines. Un petit survol de quelques-unes d'entre elles. Donc, la FUSA des blés d'encens, ça c'est le nom de la FUSA qui détient la terre. C'est la terre où est implantée la ferme Cadet-Roussel. C'est la première au Québec. C'est un modèle en propriété superficielle. C'était les parents, Jean et Madeleine Roussel, qui ont transféré à leur fille Anne et son conjoint. C'est 30 hectares de maraîchage diversifié. La FUSA des Vallons d'en haut, Céline dont je parlais tout à l'heure, c'est à Sainte-Mélanie dans la Naudière. 80 hectares, c'est ces garçons qui sont implantés sur cette terre-là. Ils sont en location pour l'instant. Je pense qu'ils explorent autre chose. C'est du maraîchage diversifié puis du port de pâturage aux dernières nouvelles. Celle-là n'est pas très loin de chez vous. Peut-être que vous avez des nouvelles plus récentes. Là. Je pense qu'il y avait des changements là, par rapport à qui allait occuper la terre. Monsieur Burcom, en Estrie-Quaticook, la FUSA du 9e rang, c'est un 36 hectares qui a été... la carte que vous voyez, il y a eu une caractérisation des milieux naturels sur la terre avant qu'elle soit déposée en fiducie. Donc, parce que c'était important pour M. Burcom de voir c'était quoi les espèces qui étaient menacées ou qui étaient vulnérables sur sa terre. Puis aujourd'hui, ça sert parce que avec des partenaires locaux, ils sont en train d'essayer de faire reconnaître cet aspect-là. Donc, comme quoi, c'est pas seulement une FUSA pour l'agroécologie, mais qu'en plus, il y a une conservation, puis il peut y avoir comme une deuxième couche, si on peut dire, là, de conservation. Sur cette FUSA, ça a été quelques années non cultivée, comme je vous disais. Puis, plus récemment, c'est un groupe de jeunes qui font un verger parce qu'ils avaient déjà des pommiers ailleurs, puis ils voulaient agrandir, donc ils font leur pommier à cet endroit-là. La FUSA de Talanoa, la Très-Saint-Rédempteur, c'est une toute petite terre de 7 hectares, mais qui est dans le cœur d'un village qui est dévitalisé parce que l'église est désacralisée, il n'y a plus d'école, plus de commerce. Mais c'est une terre hyper productive parce qu'on peut voir les bâtiments, ça hébergeait des chevaux, entre autres. Donc, ça a été vraiment bien fertilisé avec le temps. C'est très riche pour faire des beaux jardins. Donc, ça a été repris par un groupe là-bas en modèle de location. La FUSA Sage-Terre, au Bic, un 30 hectares qui borde le fleuve. Puis, eux, la particularité, c'est qu'ils avaient aussi un bloc appartement. Donc, Marie-Hélène et Jean, ils étaient propriétaires d'un bloc appartement aussi. Donc, tout ça est en FUSA maintenant. Donc, les gens qui viennent cultiver peuvent louer un appartement puis louer un espace de terre pour faire un projet. Donc, leur enjeu de logement, c'est une belle réponse, en tout cas, à cet enjeu-là.
La fiducie Boisbriand, vous la connaissez certainement aussi, pas très loin de chez vous. C'est un 24 hectares que la ville a acheté et a déposé dans la fiducie. Donc, la ville a été beaucoup impliquée dans la création de la fiducie, ensuite dans la création aussi d'un motel agricole sur les lieux. Pour avoir un motel agricole, dans le fond, c'est qu'il y a plusieurs agriculteurs qui viennent prendre un espace sur place avec peut-être des bâtiments partagés. Voilà. OK, ça avance vite. Donc, ça, c'était quelques exemples. Est-ce qu'il y a des questions sur les différents modèles dont on a parlé avant qu'on passe là, aux enjeux, etc.? Je suis curieux. Boisbriand, je ne savais pas qu'il y avait ça, eux autres. C'est la ville qui l'a créé. Pourquoi qu'elle ne l'a pas gardé puis juste faire. Moi, je suis à Laval actuellement. Donc, la ville de Laval rachète des terres non cultivées, puis ils passent des baux avec des producteurs agricoles. Puis c'est tout. Vu que c'est déjà zone agricole, il n'y a pas d'inquiétude à perte de statut, là. Ben oui et Il n'y a non. pas d'inquiétude C'est ça. théoriquement, là, mais en tout cas, de mon vivant, la CPTAQ accorde rarement du dézonage, là. Oui, ben en fait, moi, je n'étais pas là au début de la FAB à Boisbriand. J'ai été impliquée dans le projet par après. Je ne sais pas exactement c'était la motivation sur place, mais souvent, ce qu'on voit dans les modèles comme ça où il y a des municipalités ou des MRC, c'est qu'ils veulent peut-être se prémunir. Là, je ne parle pas pour la FAB, là, je ne sais pas, mais des fois, ils veulent se prémunir contre eux-mêmes, au sens où le conseil municipal peut changer, les priorités peuvent changer, parce que quand on parle de la perpétuité, c'est long. Puis les conseils municipaux, c'est pas si long. Fait que, on voit par exemple la fiducie du domaine Saint-Bernard à la municipalité de Mont-Tremblant. Eux, c'était juste avant les fusions, donc ça fait quand même plusieurs années. Donc, le terrain, cette montagne-là, était sur la municipalité de Mont-Tremblant. Je pense qu'elle leur appartenait. Puis, ils savaient que quand il y aurait les fusions, il y aurait beaucoup de pression par les autres municipalités pour développer la montagne puis que ça soit un développement résidentiel. Donc, avant les fusions, ils ont créé la fiducie puis ils ont versé la terre dedans. Fait que comme ça, c'est vraiment cadenassé. Là. Ça ne peut plus changer de vocation. Est-ce qu'à Boisbriand, ils ont vendu à Fondation UPA, je ne sais pas quoi, ou ils sont restés, c'est eux qui... Ils sont-tu remboursés dans l'achat de cette terre-là, dans le fond? Non, non, dans le fond, la fiducie agricole UPA, Fonds d'action, c'est une fiducie. Là, je vous parle de plusieurs exemples de fiducies. Sans rentrer dans le détail de cette fiducie agricole, c'en est une. Eux, ce qu'ils ont fait, ils ont créé la leur. Donc, la fiducie agroécologique Boisbriand. Donc, ils ont payé le montant que ça prenait pour créer la fiducie, parce que c'est quand même une somme, juste le côté notarial, etc. Ensuite, ils ont acheté la terre, puis ils ont versé la terre dans la fiducie. Puis ils ont aussi mis de l'argent dans la fiducie, apparemment, pour développer le motel agricole. Fait qu'ils étaient vraiment investis. Il faudrait leur poser la question exactement sur les motivations du départ. Là, je ne peux pas parler pour eux. Ça va? OK. Bien, justement, on va rentrer dans nos enjeux. Peut-être que ça va soulever plus de questions. Donc, justement, les frais de création des FUSA. Il y a quelques années, on a fait une étude de caractérisation financière des FUSA pour voir comment ça avait coûté les 10 premières qu'on a accompagnées, combien ça coûtait aux gens. Puis juste la création des FUSA, de chaque FUSA, on parle de 20 à 30 000 $ environ. Les frais de notaire, tous les frais qu'il y a autour pour créer. Puis là, on n'a même pas encore acheté la terre, évidemment. Là. On est plus dans créer la chose. Puis pourquoi on a fait cette étude-là? C'était pour évidemment diminuer ces frais de création. Donc maintenant, ça tend à diminuer parce qu'on a plus de pistes de solutions. Mais c'est sûr que c'est quand même un enjeu. Moi, il y a une fiducie que j'ai accompagnée dans la MRC de Lillet qui est allée chercher cette somme-là avec le fonds, à l'époque, c'était le Fonds de développement des territoires. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était un montant environ comme ça, une vingtaine de mille, qui permettait de couvrir les différentes sortes de créations. Puis ça permet aussi à la région de s'impliquer parce que la dame, elle mettait du temps bénévolement, puis elle donne sa terre, puis elle allait elle allait s'investir beaucoup. Donc, ça, c'est une option. Bien, c'est sûr que les frais d'accompagnement de protecteurs sont inclus dans cette somme-là. Quand je vous parle de 20 à 30 000, là, ça inclut aussi, nous, nos accompagnements. Nous, ce qu'on préconise, dans le fond, c'est de vous aider à défricher le modèle, d'aller vers, peaufiner ce que vous voulez. Puis ensuite, quand vous êtes prêt à aller vers le notaire, bien,
eux, ils chargent quand même plus cher de l'heure. Fait que les notaires vont souvent nous dire, ben, préparez les dossiers pour aider les gens à mieux comprendre qu'est-ce que c'est une fiducie, puis réduire les frais ensuite chez le notaire. C'est sûr que nous, pour l'instant, nos services ne sont pas subventionnés, mais on y travaille. Évidemment, l'achat des terres et la retraite des cédants. Les premières fiducies, il y en a quand même plusieurs qui ont été créées par don de terre. Donc, c'est quand même des gestes assez majeurs. Souvent, en fait, ce qui arrivait, tout à l'heure, je vous parlais du MAB, c'était des gens qui, non seulement ils croyaient très fort, mais ils ne voulaient pas mettre de produits de synthèse sur leur terre. Là. Pesticides ou engrais de synthèse, ça ne faisait pas partie de l'équation. Donc, quand ils allaient monter un plan d'affaires, puis comme je vous disais, ils allaient aussi aux États-Unis ou ailleurs pour se former dans les techniques du bio, puis ils savaient, eux, que c'était possible. Mais quand ils allaient cogner à la financière agricole, malheureusement, dans les années 70, 80, ils se faisaient dire, ben vous n'avez pas de pesticides, pas d'engrais de synthèse, ça ne fonctionnera pas, on ne financera pas. Donc, les fermes n'ont pas été financées de cette manière-là. Puis c'est dommage parce que, comme je vous mentionnais, c'est des fermes qui sont devenues forts là, dans le milieu du bio au Québec, qui ont vraiment tracé la voie. Mais ça a aussi fait en sorte que c'est des gens qui avaient souvent un emploi à l'extérieur de la ferme, comme en fait la plupart des agriculteurs, mais en particulier, c'est ça qui est arrivé. Donc, il y a certaines de ces personnes qui avaient un fonds de retraite de leur emploi à côté, puis qui étaient capables de donner leur terre une fois qu'ils étaient payés. Mais c'est vraiment des exceptions. On ne s'attend pas à ce que ça soit la norme dans les FUSA. C'est pour ça qu'on travaille à créer un fonds d'acquisition, de vraiment pouvoir acheter les terres qui s'en vont en fiducie, que les gens puissent faire une retraite honorable, là, que ce ne soit pas lié à un don toujours. Puis l'autre chose aussi assez importante, c'est que, je pense que c'est la prochaine ici, c'est que les enjeux de don de terre, les premières personnes qui faisaient ces fiducies, vous allez dire qu'ils sont complètement fous, mais non seulement ils donnaient les terres, mais en plus, ils ne les donnaient pas à un organisme de bienfaisance. Donc, ils payaient de l'impôt sur le gain de capital pour l'avoir donné. Donc, comme si c'était vendu à la valeur marchande. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, heureusement. Nous, chez Protecteur, on est un organisme de bienfaisance maintenant. Donc, on peut recevoir les terres, émettre un reçu et transférer les terres dans les fiducies. Donc, ça, au moins, cette partie-là, je peux vous dire que c'est réglé. Je pourrais enlever le point 4. Là. Mais il y a quand même toujours cette particularité de faire une bonne évaluation fiscale pour la personne qui veut faire un don. Puis, comme on a déjà discuté, le financement des entreprises superficiaires, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Dans le fond, c'est qu'on a eu de l'ouverture. Il y a de l'ouverture à changer un peu la façon de faire dans le financement, mais il faut ouvrir des portes. Là. C'est sûr qu'il faut rajouter des cases dans le formulaire là, pour pouvoir faciliter ce financement. Puis, dans le fond, malgré tous ces enjeux-là, je tenais à mettre justement une belle image comme ça de perspective pour voir qu'on peut voir loin et large parce que nous, on regarde du côté de la France beaucoup avec l'organisme Terre de Liens. Ça, c'est le logo que je vous ai mis, c'est le logo de leur campagne. En France, dans le fond, tous les citoyens, tous les Français peuvent placer une partie de leur épargne dans un fonds qui permet à Terre de Liens d'acheter des terres pour les retirer du marché. Ce n'est pas des fiducies parce que ce n'est pas le Code civil, mais c'est quelque chose de similaire. Puis après ça, les agriculteurs qui viennent s'installer ont accès plus facilement à ces terres-là, de la même façon que sur des FUSA. Donc, on regarde beaucoup ce qui se passe là-bas. Et puis, c'est ça. Finalement, je vous laisse avec cette image-là qui est finalement, on a un peu tous ces enjeux, mais si on est capable de penser l'agriculture autrement, puis de sortir de la boîte, sortir du cadre, je suis sûre qu'on est capable de dessiner une nouvelle façon de faire. Qu'on parle de patrimoine d'affectation, propriété superficiaire, c'est tous des nouveaux termes, mais je pense qu'on est juste au début de quelque chose ensemble dans toutes les régions. J'ai l'impression qu'il y a une question, Stéphane, peut-être, non? OK. En fait, je gosse avec mon début de moustache de Movember, ça m'énerve. Ah, ben oui, on est au début novembre. Ouais, c'est ça. Non, ben moi, je suis vendu au FUSA quand même depuis longtemps. Là, puis là, ce que je vis à Laval, je mêle ça un peu au concept de ville nourricière aussi. J'essaie de convaincre tranquillement le monde en disant, tabarouette, on récupère des terres. Il y a 9000 lots
sur le 30 de zonage agricole de Laval, Mhm. qui était non exploité, possédé par des spéculateurs, principalement italiens. Là. Ça a tout été acheté dans les années 60. Puis là, le compte de taxe a été quintuplé si tu n'as pas d'une entente de production avec un producteur. Fait que là, ça téléphone au bureau. J'ai un collègue qui ne fait que ça à journée longue, à recevoir des menaces puis des bêtises. Mais fait que si tu n'as pas d'entente, on t'offre de te racheter puis tout ça. Mais c'est des lots qui sont disparates. Il y a l'enjeu de l'hébergement, tout ça. Fait que là, des fois, j'essaie de les amener aussi un peu sur le concept de peut-être de ville nourricière. Laval pourrait devenir la première vraie ville nourricière au Québec, parce qu'on en parle, mais ça n'existe pas vraiment. Là. Mais, tu sais, fournir tous tes comptoirs alimentaires, travailler, tu sais, la pré-transformation des légumes. En tout cas, il y a un paquet d'opportunités terribles, là, mais je pense que j'étais un petit peu trop à gauche en ce moment là-bas. Fait que Il faut pas lâcher. je sème des graines. Je sème des graines en disant qu'un jour. Mais le modèle est intéressant des fusas, mais je pense que tant qu'on démembre pas les terres et permettre l'installation d'unités d'hébergement, ça va être difficile. C'est sûr que c'est un autre enjeu, oui. Parce que moi, chez nous, j'ai ça 3 hectares. Là, moi, ça serait parfait. Là, quelqu'un, parce qu'il y a la maison, il faudrait que je quitte. Là, mais c'est une erreur de parcours dans mon camp, ça. C'est pas supposé. C'est pas le standard. Là. Ben, c'est très intéressant. Merci, puis ça m'encourage parce qu'en fait, dans les fiducies, puis d'ailleurs, je l'ai présenté ma collègue Marianne Marchand qui s'est jointe à nous, là, que j'avais peut-être pas vu au départ. Puis dans le fond, avec Marianne, on travaille aussi sur plusieurs autres types de fiducies. Donc, on est en train d'ouvrir, là, où c'est pas juste l'agroécologique. Donc, j'ai parlé des milieux naturels, c'est de plus en plus présent dans ce qu'on fait chez Protecteur. Mais il existe des fiducies dans le bâtiment aussi, puis dans l'immobilier. Donc, il y a des gens de plus en plus qui nous contactent pour dire « Ah, mais je veux que ça soit agricole, mais je veux aussi avoir un éco-village, un éco-hameau, du logement. » Donc, ça pousse. Ça pousse vers là, mais dans le sens pour dire que quand on préserve un lieu, on préserve une terre avec une vocation, après ça, tout peut arriver. Là. Est-ce qu'il y avait une autre question? Je pense qu'il y avait peut-être quelqu'un. Oui, moi j'en ai une. Oui. C'est peut-être plus adressé à Marc-André. Le but de cette présentation-là, c'est que vous avez, si je comprends bien, un mandat avec Protecteur pour évaluer la possibilité de mettre en place une FUSA. Est-ce que c'est ça? Exactement. Donc, il nous accompagne justement dans cette démarche-là. Il y avait un intérêt ces derniers mois, justement, de mettre en place une FUSA. Pour ceux qui ont suivi la campagne électorale à la préfecture, il y avait toujours cet intérêt-là d'en mettre une en place. Il y a des terres qui ont été regardées, mais on n'est pas nécessairement rendu dans l'acquisition ou dans le don de terre. On n'était pas là encore. Donc, la première étape, là, puis que je pense qui va voir le jour assez rapidement, c'est la mise en place d'une FUSA. Il y a un comité qui a été formé, l'UPA est là, différents producteurs là, de la région aussi pour justement nous aider dans cette orientation-là. Puis la prochaine étape là, sera la présentation avec les nouveaux membres du conseil. Ils de vivre sous une roche, vous le savez, on est en élection municipale il y a les dernières semaines. Donc, il y aura à transmettre là, aux nouveaux membres du conseil l'orientation par rapport à la FUSA. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je pense que c'est clair. Écoutez, si jamais il y en a qui ont des intérêts par rapport à la FUSA là, pour la MRC Montcalm, vous avez déjà là, mes coordonnées là, si vous souhaitez m'écrire pour vous manifester. Sinon, pour des gens qui n'auraient pas pu être présents là, pour la présentation, elle va être disponible là, dans les prochains jours sur notre page YouTube. Donc, voilà. Bien, merci à tout le monde. Merci pour votre intérêt et votre temps. Puis n'hésitez pas justement à en parler avec Marc-André, puis aussi à revenir vers Protecteur si vous avez des questions sur la présentation ou n'importe quoi. Ça nous fera plaisir de discuter. Merci à tous. Merci. Bye-bye. Hey, merci beaucoup. Merci. Bye.